Je vous souhaite la bienvenue à notre événement Top Skills 2023 où nous aimerions vous encourager à oser postuler pour des fonctions au sein du top management. Alors nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour la 13e édition et pour cette 13e édition voilà, sur place mais également en ligne puisqu'on avait aussi des participants qui nous suivent actuellement en ligne pour cette première partie de la session, donc on les salue également. Alors, je vais me présenter brièvement. Je vais vous présenter aujourd'hui la session. Donc, je suis Florence Malcher et je travaille au sein du SPF BOSA pour la Direction Générale Recrutement et Développement et également au sein de l'équipe Diversité et Inclusion. Donc, où je suis chef de projet, donc je m'occupe d'actions, de projets comme Top Skills aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, je vais vous proposer de maintenant parcourir le programme de notre session pour les 3 heures que nous allons passer ensemble. Alors, la session se compose donc de 2 grandes parties. Donc, la première partie qui est informative et qui est également diffusée donc en ligne. Et une deuxième partie, là plutôt interactive, où nous allons pouvoir discuter avec nos 3 témoins top managers que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui. Alors, durant la première partie, donc, vous allez pouvoir visionner le discours de Madame la ministre Petra de Sutter, qui a souhaité vous adresser un mot aujourd'hui. Et puis, nous aurons le plaisir d'accueillir Ben Smith, qui est notre directeur général recrutement et développement, qui vous souhaitera également la bienvenue à cette session. Et puis, nous vous parlerons ensuite des fonctions de top management, de leur sélection. Et puis, vous aurez une petite pause pour prendre un petit café. Ça signera la fin du live stream pour nos participants à distance, donc pour tout ce qui était partie informative. Et vous aurez alors ensuite la deuxième session, où vous allez donc pouvoir écouter le témoignage des 3 mandataires que nous accueillons aujourd'hui et leur poser vos questions par petits groupes. La slide ne veut pas avancer. Ah, voilà. Voilà, donc je vous propose donc de commencer par le discours de Madame la ministre Petra de Sutter, donc qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui malheureusement, mais qui a tout de même souhaité vous adresser un mot via une vidéo. Donc je vous propose de l'écouter tout de suite. Goedemorgen iedereen. Met goede leidinggevende floreren organisaties. Ze zorgen voor een klimaat van veiligheid en van vertrouwen waarin mensen durven experimenteren en op hun best presteren. Zij waken over het mentaal welzijn van hun medewerkers en ze zijn een buffer tussen hun medewerkers en het hoger management. Zij zijn de toonzetters voor de cultuur binnen hun team. Over leiding geven zei Michelle Obama: leadership is about creating new traditions that honor the dignity and the humanity of every individual. Leadership is about empowering all of our people. En haar woorden vatten heel mooi samen waarom het zo belangrijk is om binnen een organisatie inclusie hoog in het vaandel te dragen. En waarom we nood hebben aan leidinggevenden met een speciaal oog voor het mens. Les échelons, mais les aide aussi à transformer leurs talents en opportunités de carrière. Jusqu'à récemment, l'événement Top Skills était réservé aux femmes. Ce choix était logique, car même si nous allons dans la bonne direction, trop peu de femmes occupent aujourd'hui des fonctions de management. D'autre part, en 2023, nous arrivons également à la conclusion qu'il est préférable de lutter différemment contre le déséquilibre entre les genres. Cette lutte pour plus de diversité n'est évidemment pas exclusivement féminine, que du contraire. Nous devons justement inclure tout le monde. Dès lors, nous avons besoin à des postes clés de personnes convaincues qu'une plus grande diversité au sein de notre personnel conduit à de meilleurs résultats. Et c'est en travaillant ensemble, main dans la main, que nous atteindrons bien plus d'objectifs. Car en fin de compte, une plus grande égalité est bénéfique pour tout le monde, pas uniquement pour les femmes. Il est donc crucial que la prochaine génération de managers
au sein de l'administration fédérale soient sensibles au thème de l'inclusion. Non seulement en termes de genre, mais aussi, par exemple, en termes de personnes porteuses d'un handicap ou issues de l'immigration. Nous devons également prêter attention au concept d'intersectionnalité. En effet, l'identité d'une personne revêt plusieurs aspects et la discrimination peut résulter de plusieurs vulnérabilités. L'intersectionnalité est donc importante puisqu'une administration reflétant la société inspirera la confiance des citoyens et sera perçue comme un employeur attrayant qui accueille tout un chacun. Nous voulons, en fin de compte, que tous les membres du personnel se sentent bien sur leur lieu de travail. Als mogelijke toekomstig leidinggevende kan jij hier een enorme rol in spelen, door te zorgen voor een omgeving waarin discriminatie geen voet aan de grond krijgt, door kansen te geven aan zij die kansen verdienen, maar dat misschien zelf niet beseffen. Wist je bijvoorbeeld dat een schouderklopje of een zetje van een leidinggevende mensen meer in zichzelf laat geloven? Zie je dus een competent iemand onder je vleugels, aarzel dan niet om een duwtje in de richting van een nieuw carrièrepad te geven. Wij werken niet aan een inclusieve overheid omdat het goed klinkt. Wij werken eraan omdat een representatieve overheid het vertrouwen van de bevolking in onze overheid zal doen toenemen. Omdat het onze aantrekkelijkheid als werkgever zal vergroten. Omdat het ons helpt om de juiste beslissingen te nemen voor elke doelgroep in de maatschappij. En vooral omdat het belangrijk is dat iedereen zich gerespecteerd en geaccepteerd voelt om ten volle deel te nemen aan de samenleving. Bedankt aan alle coaches die vandaag hun schouders zetten onder dit event. En ik hoop dat het iedereen, en misschien toch vooral de vrouwen, zal inspireren om een mandaatfunctie op te nemen of te groeien in hun leidinggevende capaciteiten. Maak er een mooie dag van. Goedemorgen. Voilà, alors je remercie encore une fois Madame la Ministre pour son intérêt pour TopSkills et sa participation donc, à cette session qui a une réelle valeur ajoutée pour nous. Je vous propose maintenant d'enchaîner avec un mot également de la part de notre directeur général, donc Ben Smith, qui a également souhaité vous adresser un petit mot aujourd'hui et vous souhaiter la bienvenue à notre session. Voilà, Ben, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous engageons à attirer, développer, sélectionner tous les talents. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette session de TopSkills. Je tiens également à remercier Madame la Ministre pour son soutien personnel à cette action TopSkills. TopSkills vise à fournir des moyens concrets et inspirants d'informer et de motiver des talents. Le format évolue chaque année. Depuis 2022, nous ouvrons cette session à toute personne intéressée par les sélections de top management, quelle que soit son identité de genre. Après tout, apporter plus de diversité et d'inclusion dans les organisations est tout simplement la bonne chose à faire. Il incombe en effet à chaque manager de cultiver les talents dans son organisation. Chacune et chacun d'entre vous peut prendre sa carrière en main et se développer activement, en particulier grâce à l'offre de solutions en leadership proposée par nos équipes. L'année 2022 a marqué d'autres nouveautés. Les commissions de sélection pour les top managers sont désormais paritaires en matière de genre. Cela contribue à la richesse décisionnelle et à la qualité des décisions prises, comme en témoigne la littérature scientifique, mais aussi la charte Inclusive Panels signée par notre président. En 2022 encore, nous avons aussi mené une réforme permettant sélection de top managers. Ces nouveautés ne manqueront pas d'être présentées aujourd'hui. Cette simplification a permis encore plus de cohérence
et d'efficience concernant ces sélections, ainsi qu'un affinement du filtre en matière d'expérience en management, nécessaire pour postuler. Comme vous le voyez, nous ne cessons d'adapter notre pratique pour soutenir les talents de demain, et nous investissons au quotidien dans le service rendu à nos clients. Nous avons par exemple réalisé 38 sélections de top management en 22 pour répondre à leurs besoins. En conclusion, j'ai enfin de remercier mes collègues mandataires pour leur présence très appréciée, ainsi que pour les témoignages inspirants qu'ils et elles partageront avec vous sur leur carrière et l'expérience de leur fonction. La littérature identifie également les rôles modèles comme un élément de talent management à la fois inclusif et efficace. Je vous souhaite une session dynamisante, inspirante et riche de contacts prometteurs. Merci. Alors, merci Ben pour ta présence ici et pour ton soutien qui sont également très appréciés. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Étienne Deveau qui va vous parler des fonctions de top management, de leur sélection et de l'offre du SPF Bosa pour accompagner au mieux votre développement de carrière. Merci Florence. Bonjour, je me présente brièvement. Étienne Deveau, responsable d'équipe diversité et inclusion dans la Direction générale recrutement et développement du SPF Bosa. Et je vais avoir le plaisir de vous donner quelques éléments d'information sur ce qu'il faut imaginer en matière de fonction de management. Alors bien sûr, je n'en exerce pas, les témoins seront encore mieux placés, mais j'aimerais déjà vous donner quelques bases dans ce domaine avant de rentrer dans le détail du processus de sélection avec mes collègues. Alors quand on parle de fonction à mandat, on parle aussi facilement de top management, comme vous l'avez entendu. Voilà, c'est un peu pour simplifier les termes, il n'y a pas d'opposition, de différence, c'est simplement que dans l'administration fédérale, les fonctions de top manager sont confiées à des mandataires, donc qui exercent des fonctions pour des mandats de 6 ans, typiquement renouvelables, d'où le terme de mandataire et ou top manager, vous entendrez un petit peu les deux au fil de la demi-journée. Et en tant que top manager ou mandataire, vous siégez la plupart, en tout cas dans les comités de direction, en tant que par exemple président, directeur ou directrice générale. Donc il s'agit vraiment du plus haut niveau de management dans l'organisation. Donc c'est en tout cas la notion à retenir. Donc j'ai déjà évoqué quelques-uns des titres de fonction que vous connaissez peut-être. Président, présidente de SPF, directeur ou directrice générale. Mais il existe également d'autres types de titres de fonction comme administrateur général ou d'autres termes que vous pourriez retrouver dans des offres d'emploi. Donc voilà, tout ça tombe en tout cas pour la session d'aujourd'hui dans le vocabulaire des top managers et dans le champ des mandats. Enfin, si on s'intéresse au domaine de fonction, que je vous montre, voici, il existe une série de domaines qu'on pourrait qualifier de transversaux, donc qui existent dans plusieurs organisations fédérales, notamment anciennement personnel et organisation ou directeur, directrice RH, responsable budget, contrôle de gestion, à l'informatique, à ICT, audit éventuellement, et puis il peut bien sûr exister des fonctions propres à une certaine organisation selon les besoins de cette organisation et la réglementation applicable. Mais donc on voulait vous donner déjà une première idée, mais nos témoins pourront vous en dire plus sur leur domaine et leurs fonctions. Donc on va se focaliser aujourd'hui sur les SPF, simplement parce qu'il y a des nouveautés qu'on a jugées intéressantes de vous présenter en priorité. Donc SPF et SPP, services publics de programmation, qui sont concernés par la même réglementation. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sélection de top management pour les OIP, organismes d'intérêt public, ou bien pour les IPSS, les institutions publiques de sécurité sociale. Et il peut également y avoir des fonctions de management à mandat dans d'autres organisations. Mais donc pour ce qui est des OIP, IPSS et des autres institutions, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. On va surtout vous parler des SPF, des fonctions à mandat dans les SPF comme président, présidente, DG.
Que faudrait-il retenir dans les grandes lignes par rapport au SPF? Donc, comme ça a été évoqué par notre directeur général, une réforme a lieu en 2022 qui commence à porter tous ses fruits, avec un nouveau processus de sélection que mes collègues vont vous expliquer tout à l'heure, Madame Aurélie Welcome notamment. Et il faut également retenir que pour ces fonctions, il faut pratiquer le bilinguisme actif. Donc c'est certainement un élément à considérer le plus tôt possible dans votre préparation pour une telle fonction, parmi tant d'autres, mais un élément tout de même important. Pour d'autres organismes dans lesquels la réglementation n'a pas changé, elle pourrait encore changer bien sûr, le bilinguisme est optionnel, chaudement recommandé pour le dire comme ça, puisque très utile dans toute une série de domaines, idéalement un bilinguisme actif, mais enfin ce n'est pas une obligation aussi stricte que dans les SPF, donc je voulais attirer votre attention sur ce point. Alors, quelles sont un petit peu les grandes missions des mandataires, donc de façon assez globale évidemment? Eh bien, ils définissent et opérationnalisent une stratégie, donc ils contribuent à celle de leur organisation, mais ils en ont aussi une pour ceux qui relèvent de leur propre service, on va dire ça comme ça, aux directions générales. Il s'agit bien sûr d'avoir de l'impact, de négocier, que ce soit en interne, au sein du comité de direction, auprès d'un cabinet, dans des réseaux formels ou informels. Je pense par exemple au collège des présidents ou collège de directeurs, directrices PNO, par exemple. Vous pourriez être amené également à représenter votre institution ou votre direction générale dans des événements ou des instances, qu'elles soient au niveau national, international, européen. On pense évidemment aussi à la présidence belge de l'Union européenne l'année prochaine, avec beaucoup d'événements et de visibilité probablement. Il s'agit de plus de gérer les moyens en tension avec les objectifs, les missions, etc. Donc que ce soit les moyens humains, budgétaires, le temps, voilà, tout ce qui peut relever du succès de l'organisation qu'il vous incombe de garantir avec des moyens limités ou à négocier. Et quand on parle de moyens, il peut s'agir de très grandes équipes, des centaines de personnes dans une DG, par exemple, des budgets en millions d'euros, voire plus peut-être, dans les institutions de sécurité sociale. Donc il faut vraiment penser grand, pour le dire comme ça, en termes d'impact et de moyens à gérer. Et donc les moyens sont aussi des personnes, il s'agit de les motiver, de les coacher, de détecter les besoins, de compétences, de formation, etc. Donc l'aspect motivation du personnel est évidemment fondamental. Le comité de direction, j'en ai un tout petit peu parlé, donc ça sera peut-être développé davantage par les témoins. Bien sûr, il ne s'agit pas uniquement de faire fonctionner l'existant, mais aussi d'anticiper l'avenir, de le préparer, de détecter les évolutions dans votre domaine, que ce soit, je ne sais pas, l'intelligence artificielle appliquée aux douanes, que sais-je. Enfin, il peut se passer plein de trucs, il va se passer plein de choses. Donc, bien sûr, le côté vision, c'est aussi anticiper l'avenir et réaliser le changement dans votre organisation. Et enfin, le côté agir à grande échelle, je l'ai déjà un petit peu évoqué, évidemment, de par des fonctions à ce niveau-là, dans ce type d'organisme-là, vous avez un impact sur la société au sens large, donc vous agissez dans l'intérêt de la société, les concitoyens, les habitants du pays, les entreprises, les bénéficiaires de votre organisation, par exemple dans la sécurité sociale. Voilà, donc évidemment, on fonctionne dans l'organisation, mais pour le client final, qui est le citoyen notamment. Un mot sur les conditions de participation, donc toujours pour les fonctions DG ou président ou présidente dans les SPF et SPP. Il est donc nécessaire d'être fonctionnaire statutaire fédéral de niveau A. Cela peut se faire de par le diplôme, comme une licence ou un master, ou bien par accession, ce qu'on appelle l'accession dans l'administration fédérale. Évidemment, les talents externes à l'administration fédérale sont tout aussi les bienvenus. Donc là, il faudra le diplôme dont je vous ai parlé. Et donc, peu importe que vous travaillez auprès d'une autre entité publique, une commune, une région, communauté par exemple, une institution européenne, le secteur privé, ce qui comptera, ce sera votre CV, vos compétences évidemment. Donc l'ouverture est de mise, la session ne s'adresse pas qu'aux fonctionnaires fédéraux bien sûr. Voilà, je passe donc sur la condition d'expérience principale pour les fonctions dans les SPF, donc la nouveauté, entre guillemets, une des nouveautés de la réforme de 2022. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a au final deux possibilités principale de postuler, en tout cas quand on pense à l'expérience requise. Donc il s'agit d'avoir 6 ans d'expérience en management, minimum, ou bien une expérience mixte de l'expérience professionnelle, dont de l'expérience en management. Donc c'est vraiment un changement lié à cette réforme récente. Et l'arrêté royal détaille certains éléments décisifs de l'expérience. Donc c'est un minimum, hein, bien sûr, ça peut être beaucoup plus. Donc l'arrêté royal demande notamment de gérer une équipe d'au moins 5 personnes. Ça peut être beaucoup plus, nous sommes bien d'accord.
de gérer le service, donc c'est-à-dire le fonctionnement interne au service, mais aussi les contacts extérieurs. On pourrait penser à la collaboration avec le service RH, avec le service communication, que sais-je. Ça peut être très vaste, mais donc il ne s'agit pas uniquement de l'interne au service. Et enfin, comme je vous le disais, les fonctions sont ouvertes aux personnes des administrations au sens large, mais aussi aux talents du secteur privé. Mes collègues reviendront peut-être sur ça dans quelques instants. Enfin, et last but not least, il y a toute une offre très riche du SPF BOSA et de la DG Recrutement et Développement en particulier, qui est là pour vous soutenir à votre niveau individuel, soutenir vos équipes si vous voyez des talents autour de vous qui mériteraient de s'investir dans l'une ou l'autre solution de développement. Tout ça est là, donc je vais vous en toucher un mot de façon synthétique, mais vraiment vous inviter à aller voir sur notre site bosa.be, à consulter l'offre qui est très riche et à voir si peut-être ça peut vous aider dans votre parcours de carrière ou bien pour vos collègues ou les talents que vous connaissez. Donc un mot peut-être sur le centre de carrière, voilà, qui est une des solutions que nous offrons en soutien aux clients individuels ou organisationnels. Donc il y a toute une série de choses derrière, je n'ai pas aujourd'hui le temps de tout détailler, mais différentes solutions peuvent être proposées en collaboration avec cette équipe, centre de carrière, et peuvent aider des personnes à progresser dans leur carrière, mais aussi à réfléchir quelle est l'orientation que je veux donner à ma carrière, comment y parvenir, quelles étapes concrètes envisager. C'est tout ce soutien, ce coaching-là qui est proposé. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Oui, et on vous enverra les slides, donc je ne vais pas relire tout le petit texte, mais j'espère avoir rendu l'idée essentielle en tout cas. Il existe également toute une offre dédiée au leadership, disons, soit pour des personnes déjà dans des postes de manager, ou bien des personnes qui s'y préparent activement. Là encore, il y a une grande richesse dans l'offre, et je n'ai pas pu mettre tout à l'écran, mais toute une série de solutions. N'hésitez pas à la découvrir, et surtout à utiliser ces éléments que nous apportons avec plaisir en soutien à nos clients, notamment le trajet Gold qui sert à développer les managers de demain, disons, mais la session d'aujourd'hui quelque part va dans le même sens. On essaie de vous informer pour faciliter l'étape d'après. Et enfin, il existe toute une série de trajets de développement, de formation, qu'elles soient en ligne, en groupe, etc. Donc c'est vraiment assez varié. Voilà, d'ailleurs, il n'y a qu'une solution au leadership. Le chiffre apparaît maintenant, donc pas mal de choses à étudier, je crois. Il existe également les entretiens de carrière, donc c'est un peu dans l'esprit dont nous parlions au niveau du centre de carrière, peut-être quelque chose qui gagne à être connu, aussi essayé. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à cette solution d'apprentissage également proposée par notre organisation. Oui, et bien d'autres possibilités. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup à raconter. Je ne peux pas détailler tout aujourd'hui, mais on peut répondre à vos questions avec plaisir tout à l'heure. En tout cas, il me tenait à cœur de vous montrer toutes les catégories dans lesquelles vous pouvez rechercher. Et vous voyez que dans chaque catégorie, l'offre est assez dense. Donc je pense que chacune peut trouver un ou plusieurs éléments intéressants et s'en inspirer dans une préparation approfondie en vue de postuler pour une sélection de top manager. Et je pense que le moment est venu de céder la parole à ma collègue Aurélie Welcome qui va vous expliquer le processus de sélection pour les mandataires dans les SPF. Merci. Merci Étienne. Alors bonjour à toutes et à tous. Je me présente brièvement. Je m'appelle Aurélie Welcome et je travaille au sein de l'équipe recrutement top management du SPF BOSA. Et avant de passer aux étapes de la nouvelle procédure de sélection, selon le nouvel arrêté royal qui vaut pour les SPP et les SPF, les fonctions de top management sont donc les fonctions N, N', N-1 et N-2. Je veux quand même souligner l'importance du règlement de sélection. Et le règlement de sélection, qu'est-ce que c'est ? C'est l'offre d'emploi qui est publiée sur notre site. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de situations, d'organismes différents qui répondent parfois à une législation qui leur est propre. Et donc tout est repris, toutes les étapes, les compétences spécifiques requises par l'organisme recruteur, tout est mentionné dans l'offre d'emploi et donc le règlement de sélection. Et c'est vraiment super important pour le dire comme ça. C'est vraiment crucial de le suivre scrupuleusement, de le lire scrupuleusement pour savoir exactement ce qui est attendu aux différentes étapes de la sélection pour la sélection qui vous intéresse bien évidemment. Donc ça c'est vraiment l'essentiel à retenir.
Bien évidemment, Ben l'a déjà mentionné, les autres collègues l'ont déjà mentionné aussi, nous avons un nouvel arrêté royal depuis le 20 décembre 2022. Les premières procédures selon ce nouvel arrêté royal viennent d'être lancées et c'est important quand même de souligner les différences existantes entre les autres procédures et cette procédure bien spécifique pour les SPP et les SPF. Donc vous voyez que le processus de sélection se compose de différentes étapes. C'est ainsi le cas non seulement pour le nouvel arrêté royal, mais aussi pour les procédures existantes. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que les étapes 1 à 3 sont organisées ici par le SPF BOSA et qu'ensuite les étapes en rose et ensuite l'entretien avec le président ou le ministre sont bien sûr plus de notre ressort. Nous nous arrêtons à la shortlist des lauréats ou des lauréates. Je vais peut-être juste brièvement les parcourir. Donc la première chose, bien évidemment, lorsqu'un poste vous intéresse, c'est de créer un compte sur le site travailler.be pour que vous puissiez postuler, bien évidemment, pour cette offre d'emploi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une procédure qui se met en marche une fois que vous avez postulé pour un poste qui vous intéresse. Il y a des tests qui peuvent être éliminatoires ou non éliminatoires. Il y a une épreuve orale et ensuite, après l'épreuve orale, une shortlist est ensuite rédigée, qui est ensuite transmise à l'organisme qui recrute, qui peut, et là vous le voyez aussi, organiser un assessment externe, mais ça je vais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure, mais vous voyez qu'il y a donc plusieurs étapes. Et ce n'est pas vraiment différent dans les procédures existantes ou actuelles, mais il y a parfois certaines étapes qui sont un peu différentes. Les tests éliminatoires, non éliminatoires, ça peut parfois différer. Donc la première chose, c'est bien évidemment créer un compte. Et pour pouvoir postuler, il faut que votre candidature réponde aux conditions de participation dont a déjà parlé Étienne. Donc par exemple, la condition de diplôme, c'est une condition non négociable, que ce soit diplôme ou par accession. Il faut pouvoir prouver que vous ayez un diplôme de 2e cycle ou alors l'arrêté de nomination qui montre l'accession au niveau A. Ensuite, ce qui est très important dans les sélections de top management, ce sont les rubriques spécifiques. Les rubriques spécifiques, ce n'est pas votre CV qui se trouve dans votre compte en ligne. C'est une rubrique spécifique, vraiment indépendante de chaque sélection, où vous allez indiquer l'expérience en management ou utile que vous voulez faire compter pour cette fonction spécifique. Parce que, en fonction de l'offre d'emploi, les conditions d'expérience ou le domaine d'expertise peut quand même parfois différer fortement. Et ces rubriques spécifiques sont vraiment le lieu où vous pouvez indiquer « je reprends telle ou telle expérience pour cette fonction-là ». Donc là, c'est très important, c'est vraiment quelque chose de distinct. Et vous pouvez y ajouter autant d'expériences que vous trouvez utiles, pertinents, etc. Donc c'est vraiment très important de là prouver ou indiquer, illustrer que vous avez par exemple l'expérience en management où vous donnez par exemple, vous êtes le responsable d'une équipe de 5 personnes, où vous démontrez que vous êtes responsable des relations externes, où vous démontrez l'utilisation des moyens, vraiment les conditions de participation, c'est là que vous allez démontrer dans les rubriques spécifiques. Oui, c'est effectivement cette expérience-là dont je dispose. Une fois, donc là, les rubriques spécifiques, je vais le répéter, c'est vraiment important d'être clair, d'être efficace, mais de quand même démontrer suffisamment, d'illustrer suffisamment l'expérience qui est vraiment requise par l'offre d'emploi. En ce qui concerne les dates butoirs, bien évidemment, nous ne pouvons que vous encourager à postuler à temps, parce que la date limite d'inscription est généralement à minuit. Et si vous rencontrez un problème, nous ne pouvons pas vous aider, bien sûr, à ce moment-là. Et ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir postuler pour ce type de raison-là. Une fois la date limite d'inscription passée, nous procédons à la vérification des conditions de participation. Nous allons vérifier si le diplôme correspond. Nous allons ensuite analyser vos rubriques spécifiques. Et ensuite, si vous avez démontré cette expérience, vous pouvez ensuite accéder à l'étape suivante. Dans la nouvelle procédure, il y a des tests éliminatoires optionnels et des tests non éliminatoires obligatoires. Donc ça, c'est peut-être une nouveauté par rapport à l'ancienne procédure. S'il y a plus de 20 candidatures recevables,
il peut être éventuellement, il peut y avoir des tests éliminatoires optionnels. Donc là aussi, c'est la ministre dont dépend l'organisme recruteur qui donne son accord ou qui indique qu'il faut faire passer des tests éliminatoires optionnels. Cela se passe ici sur place et ce sont des tests de raisonnement verbal et numérique, relativement classiques. Donc là, rien de très spécial. Donc si cette étape-là, s'il y a plus de 20 candidatures acceptées ou recevables, si cette étape est instaurée, il faut réussir cette étape pour pouvoir passer à l'étape B, les tests non éliminatoires obligatoires. Si cette étape, s'il y a moins de 20 candidatures recevables, il y a l'étape B avec les tests non éliminatoires obligatoires, qui sont ici scindés en 3 tests. Les tests de personnalité se font à distance et les tests de jugement situationnel et de bac à courrier se font sur place ici au BTC 3. Donc, si vous avez passé les tests non éliminatoires obligatoires, vous passez ensuite à la dernière étape, on va dire, avant la shortlist, l'entretien, l'épreuve orale, qui se passe ici sur place, devant un jury composé de 8 à 10 personnes. Pourquoi autant de personnes? Parce que les jurys sont bilingues, donc le jury voit tous les candidats, qu'ils soient francophones ou néerlandophones. Et cela explique pourquoi il y a par exemple 2 experts techniques, un néerlandophone, un francophone, un expert RH ou une experte RH, une en management. Ensuite, il y a aussi bien sûr le président ou la présidente qui peut être assisté d'un agent bilingue. Et ensuite, dans certaines sélections, il y a aussi les représentants des employeurs, des employés. Donc, il y a parfois aussi des syndicats. Donc, il y a parfois quand même un certain nombre de personnes présentes. Comme l'a dit Ben, l'équilibre homme-femme est respecté dans les sélections, dans les commissions de sélection. Et de quelle partie est composé cet entretien oral? Vous avez d'abord l'analyse du cas pratique. Vous avez 1h30 ou le candidat a 1h30 pour préparer ce cas pratique, en distiller une analyse qu'il ou elle présente pendant un quart d'heure. Ensuite, le quart d'heure suivant est pour les questions du jury en ce qui concerne ce cas pratique qui permet aussi de voir les compétences en management. Ensuite, nouveauté par rapport à l'ancienne procédure, c'est les 30 minutes de questions stars qui s'ajoutent à la procédure. Et ensuite, tout à fait standard, c'est les questions qui n'ont plus trait au cas pratique, mais qui traitent de la motivation que vous avez pour la fonction, et ensuite qui vérifient les compétences techniques. Là, dans la nouvelle procédure, pendant 40 minutes, vous aurez le temps de démontrer vos compétences en ce qui concerne votre motivation et aussi les compétences techniques que vous retrouvez dans le règlement de sélection, qui sont détaillées et qui diffèrent bien évidemment en fonction de la fonction. Donc une fois les résultats de l'épreuve orale connus, bien évidemment le jury délibère, établit une shortlist. Selon le nouvel arrêté royal, et là aussi ça ne diffère pas fortement d'autres sélections, il y a parfois d'autres types de classements, mais le classement est de type ABCD. A, ce sont des candidats très aptes, B, des candidats aptes, C, des candidats moins aptes, et ensuite D, des candidats qui ne sont pas aptes pour exercer la fonction. La commission établit une shortlist avec les candidats des catégories A et B qui sont donc lauréates pour la sélection. Et ensuite, cette shortlist est transmise à l'organisme recruteur qui est responsable pour l'entretien complémentaire. Et la nouveauté aussi par rapport à l'ancienne, entre guillemets, procédure, la procédure qui ne vaut pas pour les SPP et les SPF, c'est l'assessment externe qui peut être organisé, qui est organisé pour les bandes de salaire 6 et 7. Par l'organisme qui recrute, mais dans le cas de bandes de salaire allant de 1 jusqu'à 5, cet assessment externe n'est pas obligatoire s'il y a plus de 5 lauréats dans les classes A ou A et B ensemble. Donc, et là, l'assessment externe se fait à la demande de l'organisme recruteur. Là aussi, c'est l'organisme recruteur qui en est responsable. Et ensuite, cet assessment n'est pas éliminatoire non plus. Et les résultats sont ensuite transmis à l'organisme qui fait l'entretien complémentaire. Bien évidemment, après l'entretien complémentaire, donc là, l'organisme recruteur a un entretien complémentaire avec toutes les personnes de la catégorie A, donc les candidats très aptes. Ensuite, lorsqu'il n'y a pas ou plus de candidats très aptes, on passe aux candidats aptes. Et ensuite, normalement, il y a une nomination. Et là aussi, très important, dans les 6 mois suivant la nomination
du ou de la lauréate, il faut réussir bien évidemment les tests de connaissances linguistiques au plus tard dans les 6 mois après votre nomination. Et c'est les articles 10 bis et 11 bis. On peut y revenir éventuellement plus tard si c'est nécessaire. Voilà. Donc là, c'est vraiment en très 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 bref la nouvelle procédure avec certains points de différence par rapport aux anciennes, entre guillemets, qui ne sont pas vraiment anciennes mais qui ne valent pas pour les SPP et les SPF. Ce qui est vraiment essentiel, c'est vraiment d'analyser scrupuleusement et de suivre scrupuleusement le règlement de sélection. C'est vraiment la base. Tout s'y trouve, toutes les étapes, toutes les compétences techniques, managériales, génériques, le déroulement des épreuves, tout s'y trouve. Bien évidemment, une bonne préparation et une bonne anticipation des différentes étapes est cruciale, de bien savoir quelle est votre motivation pour la fonction, ce que vous voulez apporter à l'organisme qui recrute dans cette fonction bien spécifique, les compétences techniques, mais aussi les compétences managériales. Et ensuite, voilà. Je pense que c'est plus ou moins, c'est vraiment l'essentiel. On ne peut suffisamment le souligner, c'est vraiment le règlement de sélection. Et ensuite, tout ce qui est contenu, bien évidemment, dans ce règlement de sélection. Voilà. J'imagine qu'il y a du temps pour des questions auxquelles je répondrai volontiers. Oui, on vous donne le micro. Ça marche? Je pense que ça marche. Si vous avez une question, vous pouvez enlever la main. Je me demandais si vous connaissiez ou s'il y avait un timing moyen pour toute cette procédure de sélection. Excellente question. Nous essayons bien sûr de parer au plus vite et d'organiser les sélections le plus vite possible. Mais là aussi, l'épreuve orale, c'est celle où l'agenda des experts techniques est bien sûr déterminant. On essaye bien évidemment de faire l'analyse des candidatures le plus vite possible. Je pense quand même généralement c'est dans les 2-3 semaines suivant la date limite d'inscription. Ensuite, on organise les tests PC, mais là aussi, en fonction, s'il y a plus de 20 candidatures recevables, on insère encore une autre épreuve. Donc ça rallonge. Ça peut rallonger, pas forcément, parce qu'il n'y a pas forcément 20 candidatures recevables par sélection, les tests PC. Et ensuite, une fois qu'on a les tests PC, on essaie déjà de chercher à l'avance les disponibilités des jurys, des experts techniques. Ensuite, il y a aussi des mandataires. Je savais que j'avais oublié quelqu'un dans le jury, alors qu'ils sont ici devant moi. Donc, il y a aussi les disponibilités des mandataires, des experts RH, management. Parfois aussi, on doit aussi essayer... on compose vraiment un jury qui est en équilibre point de vue genre, ce qui a aussi parfois... ce qui apporte parfois son lot de complications, on va dire, organisationnelles, mais on essaye quand même. C'est difficile de donner un timing exact. On essaie aussi de tenir compte des périodes estivales, par exemple, pour ne pas pénaliser certains candidats qui ne seraient pas présents. Donc, c'est un petit peu difficile de mettre un timing là-dessus, mais je ne sais pas, 6 mois peut-être maximum. Environ, on essaie quand même de faire ça en déant les 6 mois, même si... il ne faudra pas me clouer au pilori si ce n'est pas le cas. On essaye vraiment de faire au plus vite pour ne pas faire attendre ni le client ni les candidats. Au niveau des tests éliminatoires et non éliminatoires, est-ce qu'il y a des dispenses qui peuvent être prévues dans le cas où quelqu'un aurait passé les tests il y a 10 ans? Non. Donc il n'y a pas de dispense prévue. Les sélections sont indépendantes les unes des autres et sont comme si vous commenciez pour la première fois. Ok, merci. Oui, merci. Je suis surpris qu'on retrouve le ministre dans la dernière étape de la sélection. Parce que de l'organisme qui recrute. Parce que ça peut laisser penser... Ça peut être le président aussi. Ça peut laisser penser une politisation et potentiellement un recours. Je suis surpris de le retrouver. Ça dépend du niveau de la fonction. Si c'est une fonction de N-2, c'est pour... Enfin, de N-2, c'est pour le président. Et ensuite, le président, bien sûr... Il faut que quelqu'un fasse un entretien avec le président du comité de direction. Okay. Il n'y a pas de niveau... Ça n'est pas un élément de recours habituel, a priori non. Non. Ok. Justement, on parle de sélection ici. Moi, ça me surprend, mais je ne pense pas, mais j'imagine pas qu'il était à ce niveau-là. Moi, j'avais juste une question, donc pour bien comprendre, là, en complément de la question de monsieur, quand on est mandataire et qu'on postule pour un autre mandat, on recommence tout à zéro? Oui. D'accord. Oui. Oui, bonjour. Il a été considéré les masters de deuxième cycle
Mais comment vous considérez les licences spéciales, vous voyez, qui sont des masters, mais des masters de deuxième, troisième cycle? Oui, mais Sont généralement, considérés? ceux-ci supposent avoir un master de second cycle. Oui, mais parfois on peut avoir un master de second cycle dans un domaine et avoir des licences spéciales dans un autre domaine. Oui, mais généralement, sauf sélection spécifique pour lesquelles on requiert un diplôme, par exemple, de médecin, pour certaines sélections, n'importe quel diplôme de deuxième cycle Par exemple, suffit. quelqu'un qui a fait le journalisme et qui ensuite fait 3 licences ou 2 licences en finance, considéré comme journaliste ou comme économiste? C'est juste le diplôme qui conditionne l'accès à la fin. C'est le premier. Oui, donc si votre diplôme de journaliste est un bachelier, un bachelor. Non, une maîtrise, une licence de l'époque, c'est une maîtrise maintenant. Donc là, c'est simplement le diplôme de master qui compte, qui vous laisse accéder à la sélection, en fait, sauf si un diplôme spécial est requis. Et là, on va voir si vous disposez de ce diplôme-là. Par exemple, pour une sélection bien spécifique, on a besoin d'un diplôme de médecin. Si vous avez un diplôme de journaliste et un diplème de médecin, il n'y a pas de problème, vous êtes accepté sur les diplômes de médecin. Les troisième cycles, les licences spéciales, à l'époque, ça s'appelait des licences spéciales, donc des masters de spécialisation, ne sont pas considérés dans la liste. Un master de spécialisation, vous voyez? Oui, je vois ce dont vous parlez. Noté? Vous ne l'avez pas noté? Oui, peut-être pour tenter une réponse. Donc, par rapport aux dispositions, aux matières de diplôme, nous suivons les dispositions communautaires. Côté enseignement flamand, tout ce qui était manama avant cette dénomination a été reconnu comme étant un master. Côté francophone, il y a un ou des décrets spécifiques qui disent quelles licences spéciales à l'époque ont été reconnues comme master. Donc on suit simplement les règles communautaires, mais ça dépend du diplôme. Côté francophone, ils n'ont pas tous été assimilés à un master. Donc là, on regarde dans les décrets où on prend contact avec la communauté française en cas de besoin. Oui, j'avais une petite question par rapport au bilinguisme. Donc, c'est une des premières choses nécessaires dont vous nous avez parlé, mais c'est la dernière chose qui est testée. Qu'est-ce qui se passe si jamais ce test en échoue? Bien, vous ne pourrez plus exercer votre fonction de mandataire. Et pourquoi la tester aussi tard alors? Parce que c'est prévu ainsi dans la législation, dans la réglementation. Il n'y a pas, ce n'est pas une étape qui fait partie de la réglementation, de la législation dans le cadre de la sélection, mais qui fait partie des étapes successives après. Bien évidemment, un homme averti en vaut deux. Donc là, si on sait à quel point c'est important et que cela peut avoir un impact sur votre mandat, on vous encourage bien évidemment fortement déjà à vous informer à ce sujet-là, et éventuellement même déjà de passer les articles en question, parce que là aussi, les tests sont organisés. Il n'y a pas de période de développement pour le 11 bis. Il y a un buffer de développement, mais d'1 mois pour le 10 bis. Donc, les délais d'attente sont moins longs. Et c'est vrai qu'on le mentionne parce que c'est quand même important dans le cas d'une nomination. Oui. Merci. De rien. Moi, je me demandais ce que vous faisiez des candidats qui avaient entre guillemets, échoué à la dernière étape des sélections, puisque donc potentiellement, effectivement, ce sont des candidats qui n'ont pas été choisis, mais qui sont potentiellement de bons candidats pour des postes de top management, a priori. Et donc, je me demandais ce que vous faisiez de cette liste. Est-ce que vous la gardez? Est-ce que vous les informez spécifiquement pour d'autres sélections? Ou est-ce qu'il y a un suivi par rapport à ces candidatures-là? Donc là, non. Donc en fait, c'est pas comme en communauté française, il y a le pool avec l'école d'administration publique. Il n'y a pas ce type de processus ici dans le cadre des sélections pour mandataires, top managers fédéraux. Donc les candidats sont bien évidemment informés de leurs résultats, c'est logique. Ensuite, les candidats qui ne sont pas lauréats ne sont pas repris sur la shortlist. Donc là, l'organisme recruteur n'a que les noms des lauréats catégorie A et B. Et ensuite, aussi pour un souci d'équité des candidatures, les sélections sont vues indépendamment les unes des autres. Donc le résultat d'une sélection ne conditionne pas le résultat d'une autre sélection. Et bien évidemment, on vous encourage, si vous étiez dans ce cas-là, de bien évidemment suivre le site internet, de voir quelles offres sont publiées et de postuler pour cette fonction ou pour une autre. Merci.
Oui, bonjour, merci beaucoup pour les informations. Est-ce que vous organisez des formations ou des aides particulières pour tout ce qui est préparation pour un concours comme ça de top management? Donc que ce soit pour les tests ou pour l'épreuve orale avec le cas pratique, est-ce que vous organisez des formations spécifiques là-dessus? Donc non, nous n'organisons pas de formation à ce sujet, enfin, dans ces domaines-là, justement pour préserver l'équité entre les différents candidats. Il y a des tests démo pour certains types de tests génériques, des informations en ce qui concerne le déroulement d'une épreuve pratique, mais il n'y a pas de formation à ce niveau-là qui est prévue. D'accord, merci. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous appelez en fait le centre de compétences, s'il vous plaît? Parce que je ne l'ai pas trouvé sur Google. Je ne sais pas s'il s'agit de Ce sera le centre de carrière, je pense. C'est le centre de carrière du SPF BOSA. Donc j'imagine que si vous allez sur le site bosa.belgium.fgov.be, vous allez voir aussi les différentes offres de formation, et vous allez trouver le centre de carrière. Je pense que c'est à ça que renvoyait la diapositive. Tout à fait, merci Aurélie. Et vous avez également une adresse mail de contact qui, je crois, est careercenter@bosa.fgov.be et une page web dédiée certainement sur le site. Oui. Ok, merci. J'ai une question particulièrement adressée à vous. Peut-être, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, mais enfin deux questions pour ainsi dire. Premièrement, qu'est-ce qui a déclenché ce phénomène, dire on va lancer top management ou top skills pour... Vous avez dit que ça a commencé depuis 2020 ou je me trompe? Ou plutôt 2020 ou 2019, j'en sais rien. Donc il y a peut-être plusieurs réponses selon l'intérêt que vous avez pour la question. Donc on a ouvert Top Skills à toutes les identités de genre, hommes, femmes, peu importe, à partir de 2022, si je ne dis pas de bêtises. En revanche, il s'agit aujourd'hui de la 13e édition de cette action. Le point de départ, je ne vais pas dire historique, mais en tout cas philosophique, était de booster les candidatures féminines, puisqu'il y a longtemps eu un problème de candidature de la part des femmes, hélas, dans le domaine du management. Maintenant, les choses évoluaient positivement. Donc, on s'est dit qu'on voulait garder l'esprit de l'action, mais l'ouvrir à tous et toutes, puisque voilà, avoir des équipes efficientes, inclusives, c'est l'affaire de tous et toutes. Donc, il y a plusieurs réponses en termes Donc, avant, il n'y avait pas cette équité, vous voulez dire? Alors, il y avait dans la réglementation, donc un arrêté royal dans notre contexte, une règle qui visait spécifiquement à restaurer l'équilibre entre les genres, ici au sens hommes et femmes. Et cette règle était le pilier, disons, de cette action, avec donc les justifications qui vont avec, restaurer l'équilibre, contrer des inégalités présentes dans la société, disons. Mais effectivement, puisque ce que je vais appeler le quota, entre guillemets, en matière de répartition homme-femme au sein des top managers a évolué de façon positive, on peut interpréter cette règle de façon plus ouverte, plus inclusive, et on est très heureux de le faire depuis l'année dernière. Mais quand vous parlez d'inclusif, pour utiliser votre terme, donc ça suppose que vous voulez traiter les gens de la même façon, sachant que les gens sont différents. Moi, quand je dis les gens sont différents, moi je suis issu de l'immigration. Vous savez très bien que si les gens qui viennent d'ailleurs, ils ne maîtrisent pas nécessairement le néerlandais, donc ils doivent l'apprendre. Donc, je pense que le point de départ n'est pas nécessairement équitable. Quelqu'un qui est né ici, qui est né dans la Flandre, qui maîtrise le français et le néerlandais, donc il est de par nature favorisé. Et donc, quelqu'un qui est issu de l'immigration est nécessairement défavorisé dans ce sens-là. Comment vous pensez mettre cet équilibre dans cette sélection? Alors, j'aurai peut-être pas le temps de faire une réponse exhaustive à votre questionnement, mais je vais tenter deux éléments. Donc, les actions positives, donc une approche spécifique à un groupe cible, c'est permis dans le droit européen et dans le droit belge, notamment pour ce qui relève du genre. Donc, d'où le fait que notre réglementation prévoit une attention particulière à cet équilibre qu'on essaie de favoriser par des actions comme aujourd'hui. Donc, le droit vraiment est très clair, c'est possible, c'est même légitime d'avoir des actions réservé à des groupes cibles dans certains contextes, tant que c'est ancré dans une réglementation, justement. C'est ça qui rend ça objectif et donc équitable, en droit en tout cas.
Du coup, j'ai oublié certainement la fin. Oui, en matière d'exigence linguistique, ça peut être un challenge pour toute personne, même des personnes ayant grandi en Belgique. Mais voilà, vous imaginez bien que si vous voulez devenir top manager aux États-Unis, par exemple, d'office, il faudra parler au moins anglais couramment, même si peut-être vous venez d'ailleurs. Si on transpose ça au contexte belge, nous, on a 2 langues principales, et donc c'est vrai qu'on demande à chacune, d'être performant dans les 2 langues nationales. L'exigence est équitable. Maintenant, c'est vrai que chacun a un cheminement propre pour y parvenir. Merci. Voilà, peut-être un élément à ajouter, c'est que les commissions de sélection sont bilingues. Pourquoi? Pour un souci d'organisation. Les candidats du rôle linguistique francophone et néerlandophone sont vus par la commission de sélection, mais bien évidemment, l'épreuve se déroule dans la langue de votre rôle linguistique. Et je mentionne ici le rôle linguistique parce que le concept de langue maternelle n'est pas dans les lois linguistiques de 66. Donc c'est la langue du diplôme, enfin la langue des études qui détermine la langue du diplôme, qui détermine à son tour le rôle linguistique. Donc on ne vous pose pas de questions concernant la maîtrise de l'autre langue, du néerlandais, lorsqu'il s'agit de candidats du rôle linguistique francophone et vice-versa. Dans le cadre de l'entretien, cela ne fait pas partie des critères d'évaluation. Bien évidemment, comme l'a dit mon collègue, il faut quand même se rendre à l'évidence. Le bilinguisme fonctionnel est inscrit dans la loi. Vous allez devoir évaluer les collaborateurs de l'autre rôle linguistique qui doivent bien sûr pouvoir s'adresser à vous et vice-versa. Donc c'est pour ça qu'on met cet accent sur l'importance justement du bilinguisme fonctionnel à ce niveau-là, parce que ne pas le mentionner serait quand même un gros oubli quand même à ce niveau-là. Voilà. Peut-être une toute petite précision, le législateur ne demande pas un bilinguisme parfait, donc équivalent dans les 2 langues, mais demande un bilinguisme fonctionnel. Donc une langue, on va dire, principale de travail, par exemple le français, et une langue au moins fonctionnelle, à savoir par exemple le néerlandais. Donc les exigences sont aussi proportionnelles et adéquates par rapport aux besoins de la fonction. Donc c'est vraiment le raisonnement du législateur. Merci. Une fois que la shortlist est établie, est-ce que la règle qui dit que si 2 personnes ont A, c'est la personne de genre féminin qui doit être sélectionnée, est-ce que cette règle existe toujours? Donc elle existe, mais au niveau de l'administration fédérale dans sa globalité, et elle est subordonnée au respect des équilibres linguistiques. Donc je ne dis pas que ça arrive à chaque fois, ça peut arriver, mais c'est d'abord la parité linguistique au sein du pool des fonctions à mandat qui est à respecter, si je ne dis pas de bêtises, mais pas par organisation au niveau, je crois, de l'ensemble de l'administration fédérale, par organisation peut-être, je ne sais plus. Enfin bon, en tout cas une parité linguistique prioritaire par rapport aux équilibres de genre qui existent, mais qui sont la norme, la 2e norme, disons, dans la cascade des normes juridiques. Donc ça dépend des cas exacts au moment où on parle aussi, puisque ça peut évoluer dans le temps. Ce qui est l'actualité, enfin la situation par rapport à ces équilibres en janvier ne sera peut-être plus la même en juillet. Donc voilà. Okay. Merci. Je me demandais s'il y avait un feedback qui était prévu dans le cadre d'un échec, notamment pour une piste d'amélioration. Donc vous recevez une fiche de motivation qui reprend tous les critères d'évaluation. Donc pour l'instant, généralement, ce sont 12 compétences génériques et ensuite, normalement, maximum 6 compétences techniques. Il y en a parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus. Et ensuite, la motivation finale. Donc ça, c'est ce qui est envoyé à chaque candidat, qu'il ait réussi, enfin, peu importe son classement ou sa catégorie. Et ensuite, il n'y a pas de feedback encore supplémentaire de prévu. C'est quoi alors une annotation? Qu'est-ce qui est repris dans cette fiche? Donc vous avez, en fait, il faut vraiment voir ça comme une fiche où vous avez les compétences et ensuite à côté une motivation de la compétence en fonction des commentaires de la commission de sélection et ensuite, enfin pas un résumé, mais une sorte de condensé qui explique le classement, enfin la catégorie qui a été attribuée au candidat quand même. Donc, merci. Juste une petite question, étant donné que dans les tests, on peut avoir un certain apprentissage aussi. Est-ce qu'il y a une durée nécessaire entre le passage de 2 tests, 2 fois le même test, par exemple, pour tout ce qui est obligatoire ou non obligatoire? Parce que ça existe pour l'instant, apparemment. De développement. Donc maintenant, on pourrait passer 5 sélections avec à chaque fois les mêmes tests qui suivent. Oui, mais bien évidemment, il y a quand même une différence une différence en ce qui concerne la bande de salaire. Donc c'est possible que vous postuliez pour une fonction avec une bande de salaire 6 ou 7,
Oui, ça va être différent. 4 ou 5, donc les normes sont différentes en fonction de la pondération de la fonction. Mais effectivement, pour les tests obligatoires non éliminatoires, il est possible que vous les passiez si vous décidiez de vous inscrire à plusieurs sélections en même temps. Oui, okay. C'est une possibilité, oui. Merci. Alors merci Étienne et Aurélie pour vos présentations, merci pour vos nombreuses questions. Donc là je vous propose de faire une petite pause et donc j'en profite pour remercier les participants qui nous ont suivis en ligne jusqu'à maintenant, puisque pour eux ça signifie ici maintenant la fin du live. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, donc je vous propose de prendre un petit café à côté, le temps d'une petite pause. On reprendra à 14h20 pour la deuxième partie consacrée au témoignage de nos invités mandataires. Voilà, à tout de suite.